Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Des fonds d'investissement très joueurs. Ils s'appellent 777 Partners, Dial Capital Partners, Silver Lake et CVC Capital Partners. Vous ne les connaissez pas, pourtant ils s'intéressent de très près à vos clubs de football préférés. Depuis quelques années, les fonds d'investissement, en majorité anglo-saxons, se rusent sur les clubs de football. Mais dans quel but? Pour faire de l'argent, évidemment, mais encore. Eh bien, pour en parler, je reçois Hubert Thuillier, consultant chez KPMG. Bonjour Hubert Thuillier. Très rapidement, c'est quoi un fonds d'investissement? Bonjour déjà, merci de me recevoir. Un fonds d'investissement, c'est un véhicule financier qui peut être détenu soit par un acteur public, par exemple un État, on entend beaucoup parler actuellement dans le sport, soit par un acteur privé dont l'objectif c'est de financer effectivement des entreprises pour assurer leur croissance à long terme. Voilà. Alors, on les a vus ces dernières années essentiellement sur le football. Ils viennent faire quoi? Faire de l'argent, c'est sûr, mais... Ah bah, vous l'avez bien dit, effectivement, le but d'un fonds d'investissement, il collecte en fait les fonds d'autres investisseurs pour les investir dans une société. Donc le but, c'est de rémunérer et d'assurer la rentabilité aux investisseurs. Donc, effectivement, faire de l'argent. Mais mieux qu'à la bourse? On parle de oui. 15 à 20% au-dessus de la bourse. Oui. Alors, c'est une étude qui est sortie en 2002 de PitchBook qui a montré que les performances des franchises américaines étaient supérieures à la performance financière des entreprises cotées au SP 500. Donc, ce qui montre bien que dans la durée, les clubs professionnels ont une valeur qui augmente de manière supérieure aux entreprises du secteur. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des 15 à 20% de rentabilité? C'est énorme. Non. Alors, il y a différentes choses qu'il faut avoir en tête. C'est effectivement, la capacité d'un club à générer un résultat positif chaque année. Alors, dans le sport français, c'est quand même relativement limité à ce stade. De manière très structurelle, les clubs professionnels français doivent transformer leur modèle économique pour parvenir justement à ce niveau de rentabilité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le prix d'acquisition d'un club de football, entre les années 2000 et les années 2020, ça a augmenté de manière exponentielle. Et donc, en fait, un investisseur, quand il aura fait l'acquisition d'un club de football dans les années 2010, en le revendant en 2020, par la vente, il aura généré une plus-value. Et c'est ce qu'espèrent aujourd'hui les investisseurs américains en considérant qu'à ce stade, les clubs professionnels n'ont pas atteint leur tout potentiel de croissance. Et puis la pandémie de Covid, ça a peut-être sous-coté un petit peu les clubs, non? Ah, mais complètement. Le fait qu'il y ait eu la crise du Covid, ça a eu un impact très fort sur le chiffre d'affaires des clubs, qui est utilisé finalement comme un multiple de valorisation de ces clubs professionnels. Et donc finalement, ça a eu un impact sur leur attractivité. Ce que recherche un fonds d'investissement, c'est un actif aujourd'hui qui n'est pas suffisamment valorisé, et dans lequel on va pouvoir injecter un peu des fonds, embaucher quelques personnes, investir sur quelques activités qui peuvent être générer des revenus, comme la monétisation des fans, etc. Et donc finalement, créer de la valeur supplémentaire et donc le revendre à une valeur supérieure dans quelques années. C'est une opération mercantile, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise opération pour les clubs français. Bon, on table sur quoi quand on est fonds de financement? Évidemment sur les droits médiatiques du club. Évidemment. C'est ça qui augmente le plus, qui est le plus valorisé ou pas? Effectivement, on est passé d'un modèle au début des années 2000 qui était un modèle plutôt basé sur le sponsoring, même un peu des années 90 plutôt sur le sponsoring, et depuis une vingtaine d'années, on est plutôt sur un modèle très dépendant effectivement des droits audiovisuels. En France, et ce qui explique l'attractivité des clubs français actuellement, c'est que les droits télévisuels, les droits, on a vu la crise Mediapro, mais il y a beaucoup de choses qui expliquent effectivement cela. Les droits en France sont sous-valorisés. Et donc, il y a un potentiel de croissance qui est extrêmement important, et notamment les droits internationaux. Alors, on est sur France 24, ça va parler à beaucoup de personnes, les droits internationaux. Aujourd'hui, en France, il y a environ 70 millions d'euros, alors que des ligues comparables, je pense à l'Allemagne, on est entre 300 et 400 millions d'euros par an. Donc, il y a un différentiel. Beau potentiel. Exactement. Donc, en fait, ce que cherchent ces fonds, et c'est notamment pour cela que CVC est venu en fait a pris des parts dans la société commerciale nouvellement créée, c'est justement de pouvoir apporter des compétences et mieux valoriser ces rôles internationaux. Et donc eux vont récupérer une partie et les clubs professionnels vont récupérer une autre partie. C'est une stratégie qui se veut gagnant-gagnant. Avec d'autres horizons de levier de croissance que peuvent être par exemple le métaverse, par exemple la vente des images exclusives, ce qu'on appelle les NFT, etc. Tout ça aussi, c'est prometteur? Oui, de manière générale, le constat qui est fait par les fonds d'investissement... Les paris sportifs. Les paris sportifs également. Le constat de manière générale qui est fait par les fonds d'investissement, et vous avez principalement à ce stade
citer des fonds d'investissement américains, c'est vrai qu'ils sont particulièrement actifs sur les marchés du football européen et du football français, c'est justement la capacité à pouvoir générer des revenus supplémentaires. Le point de départ, c'est les clubs de football français n'ont pas aujourd'hui atteint un modèle économique durable et ont un potentiel de croissance sous-exploité. Il faut développer ces revenus commerciaux et ces revenus commerciaux passent par l'intégration de nouvelles technologies comme les NFT, le métaverse, etc. Alors, vous parlez du football français, mais en Allemagne, ils ne sont pas vraiment accueillis les bras ouverts non plus, les fonds d'investissement. Ils sont surtout présents chez nos amis anglais. Alors, en Allemagne, l'absence en fait de fonds d'investissement en Allemagne s'explique par une réglementation qui empêche empêche la détention par un investisseur étranger de plus de 50%. C'est la règle du 50+1. Donc ça s'explique par une question de réglementation. En revanche, on retrouve des fonds d'investissement en Italie. Le Genoa, vous avez parlé de Seven Partners, ils sont en Italie. On les retrouve également en Espagne, on les retrouve effectivement en Angleterre et aujourd'hui en France. Mais c'est un phénomène qui est mondial, en Belgique, aux Pays-Bas. Et en fait, c'est un phénomène qui est mondial et c'est un phénomène qui dépasse aussi le cadre du football. Aujourd'hui, on voit des fonds d'investissement, CVC a investi dans la Formule 1, Silver Lake a investi dans le rugby néo-zélandais. Bref, voilà, c'est un phénomène global qui touche évidemment la France. Le tennis ? Le tennis également en fait partie. On voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt des fonds d'investissement pour certains tournois, justement, qui nécessiteraient d'avoir peut-être une nouvelle intégration des sujets digitaux, une meilleure compréhension des attentes des jeunes, parce que c'est un public qui est un peu vieillissant. En fait, un fonds d'investissement, mais ça dépasse le cadre du sport, un fonds d'investissement, il va aller dans un secteur dans lequel il y a un potentiel de croissance. Et eux, ils sont en capacité, par leur capacité d'analyse, par leurs équipes en interne, de pouvoir apporter des solutions justement à ces acteurs. Ça touche le tennis également. On voit par exemple en France, ça bloque sur Red Star, qui n'est pas très content d'accueillir un fonds d'investissement qui est aussi 777, je crois. Oui, alors qu'il y a un fonds dont on peut parler. Donc vis-à-vis des supporters aussi, il faudra enrober tout cela, non ? Oui, alors effectivement, il y a une nécessité d'explication de ce qu'est un fonds d'investissement, des objectifs d'un fonds d'investissement. Il ne faut pas oublier on est vraiment dans le sport. Ce qui est beau dans le sport, c'est ce qu'appelle Vladimir Andreev la glorieuse incertitude du sport. Évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'on peut réussir, on peut rater. Il y a des fonds d'investissement qui ont investi et qui ont eu des échecs, mais il y a aussi des investisseurs privés ou des investisseurs industriels locaux qui ont acheté des clubs et qui ont échoué. Donc, il faut éviter justement de considérer uniquement les fonds d'investissement comme responsables de l'échec sportif ou financier de certains clubs. En revanche, et là je suis assez d'accord avec vous, c'est qu'il y a une nécessité d'explication et une nécessité notamment d'explication au fonds américain des spécificités du sport français. Le sport français, c'est le système pyramidal, c'est le sport amateur, le soutien du sport professionnel vers le sport amateur, c'est justement des fans qui sont différents, qui ne sont pas justement uniquement des clients comme on pourrait le considérer dans les franchises américaines, c'est l'importance des collectivités territoriales qui possèdent l'équipement sportif souvent et donc il faut avoir de bonnes relations avec elles. Donc c'est un ensemble d'écosystèmes et de relations qu'il faut intégrer lorsqu'on est un fonds d'investissement. C'est pour ça qu'un cabinet comme le vôtre travaille avec Sponsorat, donc un des leaders aussi de ce marché, sur cette réflexion sur la venue de ces fonds d'investissement. Oui, exactement. KPMG est un cabinet de conseil. On accompagne dans plein de secteurs d'activité. Et moi, je fais partie de la banque d'affaires de KPMG et on accompagne sur des sujets de transaction des fonds d'investissement et des clubs qui cherchent à mieux valoriser leurs actifs. Sponsorat, effectivement, c'est une organisation interprofessionnelle qui regroupe des agences, des annonceurs, des agences, agences, des détenteurs de droits et des annonceurs et qui, justement, visent à développer l'économie du sport. Donc, en fait, on travaille conjointement avec eux pour favoriser, finalement, l'attractivité du football français à l'international. Et par exemple, la Ligue devrait créer une société commerciale et offrir une participation assez importante, je crois, de plus d'1,5 milliard à des fonds d'investissement. Les mentalités sont vraiment prêtes en France ou pas ? Si on pose autant de questions aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on n'est pas totalement prêt. Donc je pense que ça c'est le point de départ. Mais je pense que c'est... Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'être prêt ou pas prêt, c'est une question d'explication. Et surtout, c'est une question de savoir quels sont les besoins aujourd'hui des clubs professionnels et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la compétitivité des clubs professionnels français est inférieure aux clubs anglais ou aux clubs italiens ou aux clubs espagnols. Vous voulez dire en résultat, sportif et en performance financière. En performance financière aussi. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est une très bonne question, c'est que on doit arriver dans le sport professionnel français à faire l'équation qui est difficile entre performance économique, le développement de son chiffre d'affaires, la performance financière,
le résultat à la fin de la saison, au fond de son PNL, et également la performance sportive, à savoir les résultats, les trophées. Oui. Le but, c'est d'arriver à faire cette équation. Les Anglais y arrivent, les Allemands ont y réussi pendant de nombreuses années, il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. En France, on doit y parvenir également. L'État accompagne ça en France ou pas ? Alors, je suis un ancien du ministère des Sports, donc forcément, j'ai une vision du ministère qui est forcément très élogieuse. Ouais. Oui, moi, je pense que ça fait partie du modèle français, ça fait partie de ses spécificités. Je pense que l'État, et je pense que notamment Thierry Braillard, avait lancé un grand projet autour de la compétitivité du sport français qui avait débouché sur de nouvelles propositions, qui avaient eu un impact direct sur l'attractivité des clubs. Je parle du numéro d'affiliation, mais il y a plein d'exemples dont on pourrait parler. L'État a su modifier la loi pour rendre justement cette ligue attractive, tout en mettant justement des garde-fous pour éviter justement une financiarisation à outrance du modèle justement de cette société commerciale. Moi, je trouve qu'on est dans un bon équilibre. Merci beaucoup, Hubert Thuillier, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment. Des interviews politiques menées par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière dans Mardi Politique. À écouter sur RFI et à voir sur France 24 et france24.com. La désinformation, c'est une menace à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés, mais ensemble, nous pouvons ralentir sa diffusion. Nous allons partager avec vous quelques conseils, le b.a.-ba de la vérification, que nous, journalistes, utilisons tous les jours pour vérifier les informations. Et bonne nouvelle, ces outils sont souvent gratuits et faciles à appréhender, et tout le monde peut les utiliser. N'hésitez pas donc à consulter cette boîte à outils de la vérification. Elle est disponible sur WhatsApp et sur nos réseaux sociaux. La boîte à outils de la vérification. Un programme gratuit de cours en ligne sur WhatsApp avec France 24. Liberté, égalité, actualité.